si Israël a arrêté, parce qu'Israël voulait détruire tout un Monsieur quartier. Cohen, Excusez-moi. ouais. Israël a voulu détruire un quartier qui s'appelle Dahia ou quelque chose comme ça. Je m'excuse, j'ai pas bien. Bon, un quartier chiite, pas nécessairement du pour un quartier chiite. Il voulait le raser. Et l'Iran a dit si jamais vous touchez à ce quartier-là, le nord d'Israël est détruit. Et de toutes les façons, il n'y a plus de cessez-le-feu et il n'y a plus de discussion. Et Israël s'est arrêté. Voilà. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de pays comme l'Iran. Voilà. Parce que alors oui, il y a 56 pays qui appartiennent à l'organisation de la conférence islamique. Et malheureusement, ces 56 pays, hors l'Iran, sont des lâches et des minables et des misérables qui ferment leur gueule, qui rampent par terre, voilà, et qui embrassent la main des sionistes qui tuent des milliers de Libanais et de Gazaouis. Voilà la réalité. Voilà. mais Monsieur Cohen, ce qu'on peut dire sur l'Iran, effectivement, mais il a quand même, ce pays a quand même répondu à une agression. Hein, au lendemain du 7 octobre, on n'a pas vu énormément de réactions. Même l'Iran n'a pas réagi face à ce qui se passait. D'accord. L'Iran n'est pas responsable. Je veux dire, l'Iran ne va pas se mettre en danger parce que, vous savez, l'Amérique et Israël sont là, le doigt sur la gâchette, attendant le moyen ou le moment favorable pour écraser l'Iran. On le sait. Bon. Même en dehors d'une attaque iranienne, ils l'ont agressé à 2 reprises en plein milieu de négociations. Donc l'Iran, un pays qui a ses intérêts, etc., qui se dit, bon, ok, il se passe ça à Gaza, moi je ne peux pas me lancer dans une guerre pour Gaza, parce que je suis l'agresseur et je risque d'être détruit. Voilà. Donc on ne peut pas, je regrette, on ne peut pas mettre sur le même plan, quand on connaît la façon dont l'Iran, regardez là, maintenant, parlons de l'Iran. Qui a résisté, qui a mis en jeu la domination yankee dans les pays du Golfe au Moyen-Orient? C'est l'Iran. Sans l'Iran, les pays arabes mangeaient dans la main de l'Amérique et du sionisme. Les Émirats arabes unis étaient les larbins du sionisme. L'Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït, etc., le Maroc. Donc l'Iran a remis tout ça en jeu. Donc je regrette. Je ne peux pas, enfin en tout cas moi personnellement, après chacun fait comme il veut, je ne mettrai jamais sur le même plan, jamais, l'Iran et les autres pays arabes ou musulmans. Voilà. Oui. Et la preuve, si quand un pays est attaqué à ce point-là par Israël et l'Amérique, c'est qu'il est dangereux. Alors que les autres pays arabes, arabo-musulmans, ils se la coulent douce, leurs chefs, leurs élites ont des milliards à New York, à Monte-Carlo, la belle vie pour les dirigeants arabo-musulmans. D'accord? Alors, ceux qui ont eu maille à partir avec l'Occident, on sait ce qui leur est arrivé. Saddam Hussein, Kadhafi, Bachar el-Assad, et aujourd'hui l'Iran. Sauf que l'Iran, il s'est mieux préparé. Voilà. D'ailleurs, Monsieur Cohen, c'est intéressant ce que vous dites parce que je réagis à une vidéo que vous aviez faite il y a quelques, alors je sais pas, c'était quand, je crois, c'était pour une chaîne arabe où vous avez justement évoqué cette question des pays arabes qui était prise au piège en quelque sorte en disant que les sionistes avaient donné des exemples, hein, en parlant de Saddam Hussein, du colonel Kadhafi, et qu'aujourd'hui les pays arabes sont muselés parce qu'ils savent à quoi s'attendre si ils bougent un petit pas. Oui. Et du coup, comment sortir de ce guêpier là, puisque si ils bougent, ils vont être massacrés comme ont été massacrés Saddam Hussein et Kadhafi, ou muselés comme Bachar el-Assad, ou voilà. Bon, je suis désolé, c'est la vidéo qu'on a faite la semaine dernière, c'est-à-dire Alors, il y a des circonstances il y a une vidéo historiques. plus ancienne, vous avez fait ça sur une autre chaîne, c'était pas sur notre chaîne, monsieur Cohen. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que si ces pays-là étaient dirigés par des élites qui se préoccupaient des intérêts du peuple et de la nation arabe et islamique et des Palestiniens, même s'ils étaient faibles, mais vu les circonstances historiques d'aujourd'hui, ils auraient pu se dire, vous savez, le Koweït, les Émirats arabes unis, le Qatar, etc., auraient pu se dire, bon, maintenant, les conditions sont en train de changer, sortons de cette dépendance, coupons les liens avec Israël et rejoignons l'Iran. Voilà. Mais jusqu'à présent, ils ne le font pas. Ça veut dire qu'ils sont ancrés dans leur soumission
et dans leur collaboration. Bon, quand la peur atteint ce point-là, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est pas seulement la peur, c'est vraiment une élite arabe qui est conditionnée à la soumission, à la corruption. La corruption, vous savez, quand des gens ils voient ces élites, je ne vais pas vous faire un tableau sur les fortunes qu'ils ont à New York, à Monaco, enfin, etc., à Paris, etc., etc. C'est par milliards, c'est pas des trucs, voilà. Donc, et ils se disent, attends, moi, et c'est pas seulement une personne. Chaque pays compte des dizaines, des centaines de milliardaires. Et donc, ben, ces gens-là, ils voient leurs intérêts, ils se disent, non, non, ben, j'en ai rien à foutre. Voilà, ils voient d'abord leurs intérêts. C'est ça le drame. Très bien. Alors, on sait, M. Cohen, que les Palestiniens aujourd'hui sont livrés à eux-mêmes. Oui. Ils résistent depuis 78 ans presque, et de toute manière, ils continueront de résister. Mais jusqu'à quand? Je ne sais pas s'ils peuvent continuer à résister parce que, en ce moment, enfin, ce qui se passe en Cisjordanie, enfin, on le montre pas tellement, mais il y a vraiment, on a l'impression, enfin, pour ceux qui ont connu, moi j'ai connu un petit peu la guerre d'Algérie, enfin j'ai connu, c'est-à-dire par l'information, je n'étais pas là-bas, mais c'est-à-dire les ratonnades, les assassinats, euh, les, les confiscations de biens, les expulsions de maisons, etc. C'est ça ce que vivent aujourd'hui les Palestiniens de Cisjordanie. Et là aussi, regardez par exemple l'autorité palestinienne. Elle se croise les bras. Voilà. Bon, ben, elle assiste. C'est pas de l'impuissance, c'est de la collaboration, c'est de la soumission. Je veux dire, l'autorité palestinienne, elle aurait dû distribuer des armes. Elle a une force de 10 000 personnes, qui est ce qu'on appelle les forces de sécurité palestiniennes, et elle doit leur dire défendez les Palestiniens. Voilà. Mais pas du tout, parce que Mahmoud Abbas espère. Euh, Écoutez, quand on arrive à ce niveau de conneries, franchement, on ne mérite pas. Enfin, bien sûr, j'ai beaucoup de peine pour les Palestiniens, mais pour cette élite palestinienne, je ne sais pas moi si c'est dommage qu'on n'arrive pas à les atteindre physiquement et à leur mettre la corde au cou. Voilà, voilà. C'est dommage. Voilà. Ah, excusez-moi, M. Cohen, j'étais en train de parler, le micro coupé. D'accord. Donc je disais par rapport à l'autorité palestinienne où vous aviez évoqué effectivement le fait qu'ils sont complices de la situation parce qu'ils sont en quelque sorte corrompus, que des dizaines vous parliez même de dizaines voire même de milliers de personnes qui étaient grassement payées et du coup euh, acceptaient un petit peu par la corruption ce qui se passait. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas il y a une forme de complicité avec le sionisme qui massacre les populations palestiniennes. Oui, mais on assiste quotidiennement. Enfin, moi, je vois des vidéos, je vois des histoires, mais ça, ce sont des choses aussi qui n'arrivaient pas il y a 3 ans, il y a 10 ans. Enfin, je veux dire, même chez les Israéliens, ça aurait fait tilt à un moment donné, parce que c'est un pays qui était habitué à vivre, à avoir un système judiciaire correct, avec la Cour suprême, etc. Mais aujourd'hui, tout ça a volé en éclats. C'est un pays qui a perdu euh, toute, comment dire, toute réalité juridique, toute conformité à la loi. On a des jeunes, des gens qui chassent les Palestiniens de leur maison, qui brûlent leur maison avec des gens dedans, qui chassent, enfin, mais dans l'impunité totale, avec l'armée qui regarde en rigolant. Et donc, en fait, c'est une société qui est devenue complètement. Enfin, ce sont des gangsters livrés à eux-mêmes. C'est un pays, c'est toute la société, enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est toute la société israélienne qui est devenue complètement, enfin, je sais pas, gangstérisée. Elle n'a plus de frein, voilà. S'agissant des Arabes, elle n'a plus aucun frein, ni moral, ni éthique, ni judiciaire, ni rien. Voilà. Personne ne pourra dire on ne savait pas. Non, on ne peut pas dire, voilà. On ne peut pas dire, mais malheureusement, comme il arrive souvent dans l'histoire, on versera une larme dans quelques années, ou dans 2 ans, dans 3 ans, et on dira, eh oui, comment on a pu laisser passer, comment on a pu laisser faire ça, etc. Mais c'est classique, hein, vous savez, on connaît
On connaît le scénario, il a déjà été joué des dizaines de fois. Je vous rappelle par exemple les Kurdes. Voilà un peuple qui malheureusement, vous savez, en 1918. Depuis des décennies, la question palestinienne occupe une place centrale dans le monde arabe. Pourtant, de nombreuses voix dénoncent un écart grandissant entre les discours officiels et les actes concrets. C'est dans ce contexte que Jacob Cohen évoque ce qu'il considère comme une trahison de certains pays arabes. Selon lui, plusieurs gouvernements ont progressivement relégué la cause palestinienne au second plan au profit d'intérêts diplomatiques, économiques ou sécuritaires. Pour ses partisans, cette évolution marque un tournant historique. La solidarité affichée autrefois ne se traduirait plus par un soutien politique à la hauteur des attentes. Mais d'autres observateurs contestent cette lecture et estiment que la situation géopolitique actuelle impose des choix complexes aux États de la région. Alors, s'agit-il d'une véritable trahison ou d'un simple changement de stratégie face aux nouvelles réalités du Moyen-Orient? Le débat reste plus ouvert que jamais. Yeah.